Bon, venez, on fait un truc que j'ai jamais fait. Genre, juste, je vous raconte ma soirée en fait. Parce que la vérité, c'est que, ouais, y a pas beaucoup de contenu, on va pas se mentir. Et ça me fait chier parce que je veux raconter des trucs, mais j'ai rien foutu. Et j'ai pas d'inspi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous raconter ma soirée et on va espérer qu'au bout d'un moment, ça diverge vers une idée de vidéo assez sympathique, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Je suis parti jouer à LoL. Parce que, bah, il était tôt, voilà. Pas envie de me lever trop tôt demain, je peux continuer à jouer, il est à peu près minuit. Et je viens de jouer à LoL. J'étais parti sur un petit Yorick top, assez chill, t'avances juste tout droit. Et franchement, c'était bien. C'était sympathique. Est-ce que je m'en referais une? Franchement, un peu la flemme. Un peu la flemme parce que 3 minutes de queue plus encore 40 minutes de game pardon, derrière, ça a l'air chiant, surtout si tu sais pas sur qui tu vas tomber. C'est ça le problème que j'ai avec LoL. Donc LoL, non. Avant ça, j'étais sur Titanfall, suite à une certaine vidéo qui m'a convaincu de relancer le jeu. Et c'était sympa, c'était très sympa même. Mais après quelques games à jouer tout seul, je sais pas, j'en ai eu marre. Là tout de suite, j'ai envie de quelque chose de différent. Du coup, comme à chaque fois que je cherche quelque chose d'original et que je m'ennuie un peu, je décide d'aller jeter un coup d'œil à mes jeux indés sur Steam. Je regarde ma bibliothèque et là je me dis tiens, et si on se ferait pas une petite run sur Have a Nice Death? C'est un petit roguelite indé, très sympathique, avec une DA magnifique, une bande son incroyable, et en plus, le gameplay ultra fun. Bah ça part sur ça en fait. Je lance et t'as Pum Queen qui t'explique très gentiment comment elle a passé sa journée à ranger les rallonges par ordre de grandeur, les rallonges qu'elle a trouvées dans une armoire. Et je sais pas, ce perso, il me fait toujours sourire. Il y a un truc super humain chez lui et super mignon à toujours vouloir faire bien. Alors que frère, elle est juste en train de ranger des rallonges, quoi. Alors que personne lui a demandé de faire un truc aussi chiant. Du coup, je prends l'ascenseur, je choisis mes bonus et je vais voir Patrice et je lui dis pourquoi notre stagiaire fait que des tâches les plus ingrates et ennuyeuses les unes que les autres. Je prends l'ascenseur, je bats mon premier boss et je passe à la salle suivante. Et là, le jeu freeze. C'est pas la fin du monde, surtout que je suis en début de run, j'ai rien gagné et rien à perdre surtout. Et de toute façon, si je relance, ça save automatiquement généralement. Du coup, je quitte. Mais avant de relancer, je sais pas, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un peu la flemme en fait? Parce que honnêtement, tun, tun, turute, turute, tute. Parce que honnêtement, là tout de suite, le gros gameplay et tryhard à mort, c'est pas un truc qui m'intéresse de fou là tout de suite. J'ai commencé ma soirée sur Titanfall, puis je suis passé sur LoL, là petit roguelite, c'était bien, hein, mais là j'ai envie de chill, d'être tranquille. Et le seul truc, genre vraiment le truc qui m'a le plus fait sourire cette soirée, c'est quand je suis arrivé sur Have a Nice Death et il y a Pump Queen qui m'a raconté son histoire de rallonge. Et genre avec ses gros yeux là, je sais pas, ça m'a fait sourire, ça m'a touché. Je trouve ça marrant comment juste un script pareil et juste 2-3 lignes de phrases et 2 animations bien faites, t'arrives à faire sourire des gens. Du coup, je me suis dit, j'ai envie d'un truc comme ça pour cette soirée. Parce que je me suis dit quoi, il y avait personne. Du coup, je suis parti sur Titanfall parce que bah, je sais pas, le jeu il est marrant, il est bien, il est sympa. Après, je suis parti sur LoL parce que je me suis pris l'engouement des Worlds en pleine gueule. Ça faisait des mois que j'avais arrêté le jeu parce que c'est de la merde. Mais avec les Worlds, j'ai voulu reprendre. Et je me suis surpris à faire des games en solo alors que ça faisait des mois que j'en avais pas fait. Et ce soir, je suis parti sur un petit Uric parce que Nalfane a sorti une vidéo de sa série qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien. Pourquoi jouer Yorick? C'est un personnage que j'aime beaucoup, ça faisait longtemps que je l'avais pas joué, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et c'est là où j'en suis maintenant. Flemme de jouer à un truc mais sans l'envie de faire quelque chose de productif. Bah du coup je me mets un peu à écrire parce que j'ai quand même une chaîne YouTube, mais vide de contenu depuis 3 mois, mais elle est là. Du coup en faisant le bilan de ma petite soirée, le seul truc qui m'a fait sourire on va dire, c'était le petit moment avec Pump Queen. Et là je repense à la vidéo de Putain frère, tu pouvais pas choisir un pseudo normal. La vidéo de Nalfane,
Elle m'a pas seulement rappelé que j'aimais jouer Yorick, parce qu'il y a aussi un passage où je lui dis ça. Il devenait ami avec eux et il les aidait à passer de l'autre côté. La jeunesse de Yorick, c'était littéralement Spiritfarer. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus, c'est vraiment l'un des plus beaux jeux indés que vous puissiez faire. Spiritfarer. C'est un jeu auquel je voulais jouer quand il est sorti. Et après, j'ai complètement oublié. Et c'est peut-être le moment de s'y mettre. Vu que je m'ennuie et que le gros gameplay, c'est pas ça qui va faire ma soirée, on va tester. Du coup, je vous laisse. Et ça part sur Spiritfarer. Flowing through the seas of time, memories that were left behind, bring us closer to the end of this journey, where we grew as friends. And I'll take your hand and guide you through all the steps one takes to move on to a place, a world unseen to us all. But it's okay, we'll be together, my friend. Alors, le premier truc qui m'a frappé dans ce jeu, c'est à quel point tu réfléchis. Pas au jeu en lui-même, parce qu'il est assez simple et le gameplay très tranquille, mais plutôt réfléchir dans un sens un peu plus profond. Pour l'instant, j'ai à peu près une quinzaine d'heures de jeu et j'ai pris mon temps. Mais j'ai pris mon temps parce que le jeu m'encourage à le faire. Tout va relativement lentement, le bateau va pas très vite et la map est assez grande. Et une fois que t'as arrosé tes plantes, que t'as coupé tes planches, que t'as raffiné tes minerais et que t'as parlé à tous ceux qui avaient quelque chose à dire, tu peux t'asseoir pour pêcher et attendre. Et très souvent, pendant que Stella attend patiemment que ça morde, toi derrière ton écran, tu réfléchis. Tu réfléchis à ce qu'on t'a raconté. Parce qu'un jeu comme celui-là ne peut marcher que si ses personnages sont aussi attachants que bien écrits, tu finis très rapidement par t'attacher à eux et à réellement écouter ce qu'ils ont à te raconter. Et tu risques d'ailleurs de te dire au début qu'ils sont quand même sacrément casse-pieds à tous vouloir leur maison alors que tu viens à peine de les accueillir, que la requête concernant les codes de Porda tu le peux attendre, après tout, Gwen vient de disparaître, mais avant ça tu dois préparer une salade de blé pour Summer, parce que c'est son plat préféré, et ça la réconforterait sûrement après l'épreuve qu'elle vient de traverser. Sans t'en rendre compte, t'auras rapidement retenu leurs noms, leurs préférences alimentaires, leurs angoisses et leurs tracas quotidiens. Et donc t'es là, devant ta canne à pêche, et tu réfléchis à ce qui vient de se passer. Car sous couvert de dessins enfantins, Spiritfarer traite de thèmes assez adultes, voire assez durs même. Et il en profite même pour nous donner quelques leçons. Donc très vite, pour peu qu'on ait un cœur, la principale préoccupation, ça sera le bien-être de nos passagers. On a des requêtes qui sont formulées, et une jauge de bonheur propre à chaque habitant. Faites-leur des câlins, donnez-leur à manger, remplissez leurs requêtes. Le but c'est que la jauge ne descende pas. Enfin ça, c'est ce que je pensais au début, naïf comme j'étais. Alors notre but est bien de prendre soin d'eux et de faire en sorte qu'ils aillent bien. Mais pas qu'ils soient toujours heureux. Parce qu'aller bien, ça veut pas dire être heureux constamment. Parce qu'être constamment heureux, ça n'a pas de sens. Parfois, et même souvent d'ailleurs, pour aller bien, il faut être triste. Être triste, pour se sentir vivant. On est heureux parce qu'avant on a été triste. Et on est triste parce qu'on a perdu quelque chose qui nous rendait heureux. Mais pour se sentir bien, il faut passer par ces moments de tristesse et de chagrin, et accepter d'aller mal pour pouvoir aller mieux. Et toute cette grande leçon sur le bonheur, elle est résumée dans certaines requêtes de nos amis, qui pour pouvoir atteindre l'autre côté en toute sérénité, doivent accepter de traverser certaines épreuves difficiles, dans l'espoir de guérir de leurs blessures. Il y a certaines requêtes qui vont obligatoirement faire baisser leur jauge de bonheur, comme par exemple Gwen qui doit faire face à son passé et retourner dans sa maison d'enfance, ou Summer, qui doit faire face au dragon qui la hante. Alors je vais juste marquer une petite pause, parce que j'étais en train de lire le wiki sur Summer, et j'ai compris ce qu'était le dragon, et ce que ça représente, et ce que Summer représentait pour Stella aussi. Donc voilà, si vous me cherchez, je serai juste en train de pleurer là-bas, dans le coin pendant les 15 prochaines minutes. Quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, j'étais loin de m'attendre à réfléchir à des choses aussi profondes,
que la définition du bonheur. Et ce genre de réflexion, vous en aurez plein tout au long de l'aventure. Chaque personnage a ses problèmes, ses faiblesses et sa manière de les gérer, qu'elles soient saines, constructives ou complètement contre-productives, voire destructrices. Et chaque personnage ne manquera pas de vous faire verser une petite larme au moment fatidique où vous devrez leur dire au revoir. Bon, j'ai pas encore fini de sécher mes larmes, parce que j'ai pas encore fini le jeu, mais il m'a fallu que quelques heures pour en voir le potentiel. Un gameplay pourtant si simple mais tellement addictif, et des personnages si bien écrits. Mais plus important que ça, ce jeu m'a fait comprendre à côté de quoi je passais chaque année. Ce jeu a bientôt 4 ans, et j'en avais entendu parler un peu avant sa sortie. Mais après ça m'était complètement sorti de la tête. Et ce dont j'avais besoin ce soir, c'était pas d'un jeu au graphisme époustouflant. Et c'était pas non plus du plus grand open world jamais vu ces 10 dernières années. Et encore moins d'une boucle de gameplay que j'avais déjà vue et revue dans les 15 derniers AAA que j'ai pu faire. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté aujourd'hui, c'est triste à dire, mais on ne la retrouve que chez les studios indés. Et ça donne tout simplement l'impression que le jeu vidéo devient de plus en plus ennuyeux, que la créativité est en train de mourir. Et ça c'est juste quand on parle de gameplay de jouabilité. Mais c'est loin d'être le seul problème des gens de l'industrie. Les nouvelles annonces qui sont censées nous hype nous font peur. Les calendriers sont de plus en plus serrés, les jeux sont de plus en plus bâclés et les sorties s'enchaînent, mais la qualité des jeux ne fait que décroître. Depuis qu'on peut faire des mises à jour avec les gens une connexion stable, on voit de plus en plus de patchs Day One de plusieurs dizaines de gigas pour corriger des problèmes qui ne devraient pas se retrouver dans la version finale si on avait écouté les devs qui avaient prévenu que le jeu ne peut tout simplement pas sortir tout de suite. On en devient reconnaissant quand les jeux sortent dans un état jouable, ce qui n'est pas normal. Cette situation est devenue malheureusement monnaie courante, parce que le jour où on a obtenu la possibilité de pouvoir télécharger sans trop de soucis de gros paquets de données, on a gagné la possibilité d'améliorer et de régler le problème de nos jeux à distance grâce à un simple patch. Mais quand on disait régler des bugs, certains ont compris sortir le jeu en avance et le terminer petit à petit avec des patchs sur une période d'1 an. Et le vrai problème, c'est que ça marche, que ça se vend. Ça marche parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont censés tester les jeux préfèrent faire pleuvoir les 20 sur 20 pour se retrouver sur la jaquette, plutôt que de faire leur taf. Il y a juste à voir la différence de notes entre l'avis des testeurs et celui des joueurs pour s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre plus que tout, c'est la nostalgie. Donc on sort des remakes à l'appel et on vend les jeux aux fans de la première heure qui ont découvert le jeu quand ils étaient plus jeunes. Donc même s'il est pas fini, c'est pas grave. La grande majorité des joueurs vont l'acheter. Et on prend juste le minimum de risque, un petit lissage HD, on passe le jeu à 60 fps et hop, ça part pour 70 balles. De toute façon, le jeu sera fini à un moment ou à un autre. Et puis si les gens préfèrent attendre, ils attendront. Si la plupart des gens ne se rendront même pas compte, pourquoi on va s'en priver? Et avant qu'on ait eu le temps de cligner des yeux, sortir des jeux qui ne sont pas finis, c'est devenu presque une norme. À tel point qu'on félicite les studios juste parce qu'ils ont sorti un produit fini. Pas parce qu'il est bon, révolutionnaire ou quoi que ce soit. Juste parce qu'il est fini et qu'il n'est pas trop buggé. On veut sortir le plus de jeux possible en un minimum de temps pour faire le plus d'argent possible. Donc au lieu de sortir un jeu fini et jouable, on sort un jeu plus ou moins jouable et on évite de prendre des risques. La seule voie qu'une entreprise écoute, c'est celle de son portefeuille. Donc la seule manière de faire en sorte de changer cette situation, c'est de refuser de se faire prendre pour des cons et de refuser d'acheter un jeu qui n'est pas fini. On peut lâcher toutes les insultes possibles sur Twitter ou sur les forums. Si les chiffres sont bons, il n'y a aucune chance pour que cette situation ne change. Et c'est loin d'être le seul problème que j'ai avec les grosses productions. À force de vouloir jouer la carte de la nostalgie à chaque sortie, qu'on parle de remake ou de suite, on ne fait que tuer la créativité des développeurs qui peinent à implémenter de nouvelles idées dans leurs jeux. On se retrouve avec des jeux qu'on a déjà vus et revus à toutes les sauces. Et même quand ça a l'air nouveau, c'est en fait la même histoire. Un gros open world, 2-3 mécaniques de combat, des missions chronopost à ne plus savoir qu'en faire, et une chier d'icônes sur la map. Tous ces jeux, aussi bons soient-ils, arrivent à une époque où le marché en est saturé. Et n'innovent que trop peu pour pouvoir passer au travers de tous ces défauts. Les innovations sont beaucoup trop timides aujourd'hui dans les jeux à gros budget, et on se retrouve avec des jeux qui se ressemblent presque tous entre eux. Et lorsqu'on en a fait le tour, on se sent un peu vide. On joue à des jeux tous similaires, si bien qu'aucun ne nous marque, et moi ces jeux, ils finissent par m'ennuyer très vite. Et on touche là à une autre question. Dans un monde où les jeux se ressemblent de plus en plus, comment faire pour que les gens continuent à s'amuser, et comment faire pour qu'ils relancent ton jeu? Parce qu'au moment où j'ouvre la map, et que tout ce que je vois, c'est des missions éparpillées un peu partout qui vont toutes sensiblement me demander la même chose, à savoir prendre un panier à fleurs chez Y pour le ramener à X, avec, oh quelle surprise, des tas d'ennemis sur le chemin, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de retourner grind sur Street Fighter.
Le gamin que j'étais quand j'avais 12 ans, qui s'émerveillait devant ses premiers open world et qui adorait passer 6 heures à traverser une map en long, en large et en travers parce qu'il en avait le temps, aujourd'hui il a grandi et il a plus le temps de traverser 3 fois la map du jeu en une après-midi. Avant, une grosse durée de vie, c'était un truc que je voyais comme un argument de vente. En mode, super, 200 heures de jeu, je vais en avoir pour mon argent. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un truc qui me freine plus qu'autre chose. J'ai pas 200 heures à mettre dans un jeu solo. C'est pourquoi j'ai pas encore lancé Baldur's Gate 3. Ou alors, faut que le gameplay soit vraiment au-dessus pour que ça m'amuse autant. Mais là, on s'attaque à un sujet épineux. C'est quoi un bon jeu vidéo ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on demande à un jeu quand on l'achète ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Il y a certains jeux desquels on attend quelque chose de spécial. Un jeu Naughty Dog, on en attend avant tout une histoire prenante. D'un Souls-like, on attend un challenge. Et d'un MMORPG, on attend une expérience addictive qui nous fasse rester longtemps sur le jeu. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, c'est aussi secondaire par rapport à ce qu'on attend des jeux de manière générale. De tous les jeux, on n'attend qu'une seule chose, avant toutes les autres. On attend qu'ils soient fun en fait. Qu'ils soient tout simplement fun et qu'ils donnent envie de rester. Si l'histoire d'un jeu est passionnante mais que son gameplay est à chier, je vais juste regarder des vidéos qui racontent le lore sur YouTube. Si un open world a les meilleurs graphismes de l'histoire mais qu'il n'est pas amusant à traverser, je vais juste mettre ses décors en fond d'écran animé. Quand on veut savoir si un jeu est bon, le premier truc qu'on doit se demander, c'est si on a envie d'y rejouer, si on a envie de le relancer, et si on s'amuse dedans. Sauf que se balader dans un jeu où les mêmes mécaniques sont utilisées encore et encore depuis 15 ans, ça n'amuse plus personne. Quand t'es joueur, et que t'es conscient de cette situation, c'est très chiant. Mais quand t'es dev, et que tu vois le jeu sur lequel tu taffes depuis plus d'1 an se faire défoncer par les consommateurs, à raison, parce que le jeu est sorti sans compter consulté, et sans se soucier un seul instant de la réputation du studio après ça, y a de quoi péter un plomb. Parce que l'autre option, c'est de faire le jeu de tes rêves, comme tu l'entends, sans personne à part toi-même pour te foutre la pression. Mais surtout sans aucune garantie que quelqu'un va jouer à ton jeu. Bienvenue dans le monde du jeu indé. À ce moment-là, ton jeu, il se doit d'innover et d'apporter quelque chose de frais. C'est la seule manière qu'il a d'espérer faire un peu de bruit. Et quelle meilleure façon de faire du bruit que de prendre une recette exploitée par les plus grosses boîtes et d'en faire quelque chose de mieux, avec 100 fois moins de budget. Le bruit qu'a fait Palworld en est un très bon exemple, montrant simplement que ce que les joueurs réclament, c'est qu'on les respecte. Je pense très honnêtement que le jeu, aussi bon soit-il, n'aurait pas eu le même succès ni la même ampleur si Nintendo avait arrêté de se foutre de la gueule de ses fans avec l'état technique catastrophique de ses derniers jeux Pokémon. Les devs indés sont avant tout des amoureux du jeu vidéo qui souhaitent y apporter leurs idées sans être bridés et qu'on les laisse faire de leur mieux. Car avant d'être les producteurs, ils sont les consommateurs. C'est pour ça qu'on trouve des pépites et des jeux merveilleux dans le secteur de l'indé. Parce que si le jeu me plaît pas, tu vas pas manger ce soir. Ces jeux regorgent d'idées innovantes et amusantes qu'on n'a pas ou peu vues dans nos jeux AAA habituels. Et je vous assure que je me suis plus amusé à tester certains projets étudiants du club de jeux vidéo de mon école que sur le dernier Call of auquel je jouais. Et si vous savez pas à quoi jouer ce soir, ou de lancer LOL, Valo ou CS, allez plutôt jeter un œil à la catégorie indé sur Steam. Ou encore mieux, allez jeter un œil sur itch.io. C'est la plateforme où sont postés tous les nouveaux jeux indés qui y sortent, et il y a de vraies pépites à condition de chercher un peu. Et au lieu de jeter vos LP dans le vide, jetez plutôt vos heures, ou quelques euros, dans des jeux qui ne demandent qu'à gagner en visibilité pour convaincre un plus gros public.